Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel agro-webinaire du mardi et nous allons parler aujourd'hui de la protection agroécologie des cultures avec un point sûr. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cela trois intervenants. Jean-Noël Auberto, qui est directeur de recherche à INRAE, Pierre Besse, qui est maraîcher dans la agriculteur maraîcher dans la plaine toulousaine, et Marie-Hélène Robin, qui est enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et donc, comme d'habitude, nous allons avoir les trois interventions à la suite et ensuite nous aurons le temps de questions-réponses. Et donc, pour les interactions avec nous, vous savez que vous avez le bouton discussion ou chat ou converser qui vous permet de nous donner des informations ou de nous faire part de vos soucis techniques éventuels. Et puis, vous avez surtout le bouton questions-réponses qui vous permet de poser au fur et à mesure les questions à poser aux intervenants et que moi, je relayerai à la fin de leur intervention. Donc, Jean-Noël va pouvoir mettre en place sa présentation et nous allons pouvoir démarrer. Donc, comme vous êtes nombreux aujourd'hui, je vous remercie de faire en sorte de poser vos questions au fil de l'eau, au fil des interventions, de manière à ce que je puisse les organiser. Voilà, Jean-Noël, tu as la parole. Normalement, les spectateurs participants sont euh, déjà arrivés. Donc, Jean-Noël, tu y vas. Parfait. Merci beaucoup, Philippe, de cette introduction et puis de l'invitation donc à ces agro-webinaires du mardi. Je tiens aussi à remercier très fortement Pierre Besse, qui a accepté de prendre un peu de son temps pour témoigner de ses pratiques agroécologiques. Et puis Marie-Hélène, qui est aussi réussi à trouver un petit créneau dans son emploi du temps bien chargé pour intervenir. Donc un grand merci à tous les deux. Et en fait, ça, c'est un exercice assez intéressant que tu nous proposes, Philippe, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de porter ces regards croisés. Et ça a été l'occasion de bien revisiter le concept et puis d'échanger entre nous. Donc, merci pour ça. Alors, l'idée, c'est d'avoir sur un même concept, la protection agroécologique, trois points de vue assez complémentaires de trois personnes qui ont trois métiers liés, associés, mais qui ont des pratiques assez différentes. Donc, le chercheur, donc on va dire que je suis un échantillon de la population des chercheurs. Nous avons un paysan donc, qui est dans mon petit village. Et donc, on a ce point commun de l'agroécologie. Et donc, c'est super de pouvoir échanger là-dessus. Et puis, Marie-Hélène, qui portera son regard par rapport à ses pratiques d'enseignement. Alors, un premier élément de contexte que je voulais partager, c'est un petit peu rappeler où on en est en termes d'utilisation de pesticides. Alors là, c'est à l'échelle européenne, c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Donc, sur les données 2018, on a plus de 80 millions de kilogrammes de pesticides qui ont été achetés et donc épandus à un moment donné ou à un autre en France. Et que si on cumule toutes ces quantités de tous les pays européens, en fait, par année, ça correspond en ordre de grandeur, pour que ça parle un petit peu, mais même là, c'est encore difficile, ça correspond à 144 000 piscines olympiques qui seraient remplies de ces molécules. Donc, voilà, donc ça, c'est problématique. Je pense que vous avez tous entendu parler des efforts faits par les différents gouvernements des pays européens. Et donc, en France, on a notre plan national de réduction des pesticides, Ecophyto, qui œuvre à la réduction depuis plus d'une dizaine d'années, avec des résultats mitigés, même s'il y a quelques signes d'espoir quand même. Et donc, c'est important de proposer des solutions face à des utilisations aussi massives qui entraînent bien sûr des réductions de biodiversité et puis des risques pour la santé humaine, et en premier lieu les agriculteurs
et leurs familles. Et puis, beaucoup d'études montrent que les compartiments sol, air et eau sont bien pollués par ces pesticides. Et donc, pour contribuer à limiter ça, avec tout un collectif, dont Jean-Philippe Deguine, donc un cher collègue du CIRAD, qui est à l'origine du concept de protection agroécologique, on œuvre de différentes manières pour promouvoir, mettre au point ce concept. Et donc là, c'était lors d'une séance de dédicace d'un ouvrage d'un collectif au Salon de l'agriculture. Donc voilà, donc ça c'est pour positionner le topo du point de vue de la recherche. Alors si on veut définir, j'ai choisi vraiment de prendre une définition la plus simple et générique. On définit la protection agroécologique des cultures comme la déclinaison des principes de l'agroécologie à la protection des cultures. Si vous voulez avoir plus de précision, je vous renvoie au dictionnaire d'agroécologie, où vous avez ici le lien, et vous avez des extensions et des explications de cette définition. Si on veut un petit peu résumer, puisque là on est dans un séminaire très courantant, en fait on peut dire que la PAEC repose sur trois piliers principaux: la prophylaxie, la biodiversité, la santé du sol, qui vont soutenir la santé des agroécosystèmes. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à identifier quels vont être les leviers agronomiques, les leviers techniques qu'on va pouvoir mobiliser pour chacun de ces trois piliers afin d'aboutir à la santé des agroécosystèmes. Et je pense que cette structure, on va la retrouver dans les pratiques que Pierre a mis en place au fur et à mesure de ces années de pratique. Donc la PAEC, si on veut concrètement la mettre en œuvre, il faut la voir comme une organisation logique et ordonnée de pratiques agronomiques à deux niveaux d'échelle: à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle du territoire ou du paysage. Et donc, la première étape, c'est de respecter les réglementations. Ça semble évident, mais du coup, il y a beaucoup de réglementations à respecter dans la pratique agricole. Et donc, la PAEC n'est pas hors la loi, et donc, du coup, il y a ce respect réglementaire. Ensuite, on envisage les aspects de gestion à l'échelle plus large que celle de la parcelle. On a vu qu'il y avait dans un des trois piliers l'importance de la biodiversité. Donc, à l'échelle du paysage, on va devoir gérer les espaces interstitiels et donc introduire des haies, des bandes enherbées, des bandes fleuries, tout un tas d'infrastructures paysagère qui va permettre d'augmenter la biodiversité et donc de contribuer aux régulations dans les agroécosystèmes. Ensuite, on va redescendre à l'échelle de l'exploitation pour avoir une stratégie cohérente, non pas sur une parcelle, mais réellement avoir une stratégie vers quel type d'agriculture on va tourner. Et je pense que l'exposé de Pierre va vraiment insister là-dessus. Vous avez un point de vue initial qui après se décline sur un ensemble de choix techniques. Ensuite, on va redescendre à l'échelle de la parcelle où on fait un suivi régulier des parcelles en termes d'état sanitaire, mais aussi en termes de présence d'auxiliaires et de biodiversité au sens large. Et dans la construction des systèmes qu'on met en œuvre, on met en avant tout d'abord la prophylaxie à l'échelle du système de culture pour essayer de gérer au mieux les inoculats au sens large. Et puis, vous voyez qu'en tout dernier recours, on arrive aux mesures curatives. Donc, dans la PAEC, on tend à bien sûr éviter l'utilisation de pesticides, mais dans certains cas, on peut y avoir recours si vraiment la viabilité d'une exploitation, surtout sur des cultures pérennes par exemple, peut être mise en danger. Alors, juste pour illustrer un petit peu ces concepts, alors c'est difficile de faire des choix parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à poindre sur ces dynamiques de réduction de l'utilisation des pesticides. Donc, j'en ai choisi un qui a été mis en place par le réseau Protection intégrée des cultures d'INRAE et qui est piloté par Vincent Sellier.
où on a sur 9 sites en France, et sur la diapo, là, il n'y en a que 8, mais maintenant c'est 9, eu une démarche de conception à l'aide d'ateliers de systèmes de culture zéro pesticides, y compris en traitement de semences. Et dans la démarche, en fait, on ne rentre pas dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, puisqu'on autorise une fertilisation minérale. Et on cherche du coup à avoir des systèmes qui soient aussi productifs et aussi viables que possible à l'aide de différentes stratégies. Donc, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais vous voyez très rapidement que la base, c'est la diversification des cultures, l'alternance des périodes de semis-printemps, semis-d'automne, l'utilisation de cultures associées, dans certains cas, l'utilisation de stratégies de désherbage mécanique, l'utilisation de variétés résistantes, etc., etc. Donc, tout un tas de leviers qui permettent d'obtenir un certain nombre de performances. Donc là aussi, l'idée, ça ne va pas être de rentrer dans chacun des chiffres, c'était pour vous donner quelques résultats sur une première synthèse qui a été réalisée sur les campagnes de 2013 à 2017 pour un certain nombre d'espèces. Et donc, pour blé dur, blé tendre d'hiver, triticale, orge d'hiver, orge de printemps, colza d'hiver, betterave sucrière et betterave fourragère, on voit que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au tout début, on était parfois qualifié un peu de doux rêveur, etc., sachant que voilà, ce n'était pas évident qu'on réussisse à avoir des systèmes qui arrivent finalement à produire correctement. Alors, dans le code couleur ici en vert, ça correspond au rendement qui satisfont les objectifs qui avaient été fixés initialement ou qui sont au moins égaux ou supérieurs aux références régionales. Ceux qui sont en orange, ils sont un petit peu décevants, mais pas de manière très grave. Et puis ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs sont en rouge. Donc vous voyez que le message, c'est pas que à chaque fois on réussit sans erreur les objectifs de rendement, euh, mais qu'il y a quand même une large gamme de situations pour lesquelles les rendements obtenus sont satisfaisants. Et puis aussi, je pense que Pierre, il peut témoigner de ça aussi. En fait, c'est un apprentissage. Et donc, plus on va dans les années, plus on espère que les systèmes seront maîtrisés. Donc, en conclusion, les enjeux méthodologiques pour la recherche actuellement, je pense qu'ils portent sur la nécessité de revisiter les modalités de production des connaissances. Donc, je pense qu'il y a un zoom à faire important sur une thématique qui était très pâturée dans les années 70-80. C'était comprendre les effets des pratiques agricoles, et en particulier celles qui relèvent de la PAEC, sur les dynamiques biotiques au sens large, donc non seulement les bioagresseurs, mais aussi les auxiliaires. Je pense qu'il est nécessaire, compte tenu de ces objectifs, oui, de revisiter la manière dont on conduit des expérimentations et notamment de bien cerner la méthodologie expérimentale pour l'approche système, où on n'est pas forcément dans le cadre de la théorie des plans d'expérience. Et puis, de même, lorsqu'on fait des observations par exemple dans des parcelles agricoles ou dans des observatoires pilotés, il y a des méthodes statistiques qui sont plus opérationnelles que d'autres. Je pense aussi que ça re-questionne la manière dont on va caractériser le fonctionnement des agroécosystèmes. Et je pense qu'on peut combiner des méthodes à base de capteurs qui peuvent renseigner avec une très bonne résolution spatiale, voire enfin, temporelle, voire spatiale, de manière automatisée. Et puis combiner ça avec des observations très rapides, pas forcément très précises, qualitatives. Et je pense que la combinaison des deux peut être intéressante pour augmenter la complétude du type de variables qui sont recueillies dans les démarches expérimentales ou observationnelles. Il y a aussi, je pense, à souligner l'importance des efforts de formalisation conceptuelle
et de modélisation qualitative. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément des pléthores de jeux de données dans ces nouveaux systèmes qu'on est bloqué. Et donc là, ça nous questionne sur les habitudes de modélisation. Et puis, je pense que compte tenu des dynamiques sociales autour de ces questions de PAEX, c'est important de développer les approches participatives. Et puis, dernier point, l'utilisation des pesticides, bien sûr, c'est un choix de l'agriculteur, mais en fait, c'est un choix qui dépend énormément de toutes les structures qui va autour, et en fait, du système alimentaire, du système réglementaire, des prix des produits agricoles et des prix des intrants. Et je pense que c'est important aussi de produire des outils et des références pour l'aide à la décision et la sensibilisation des pouvoirs publics. Et donc, pour conclure, toutes ces réflexions en fait, sont mises en œuvre par un ensemble de collectifs qui ont donné lieu donc, à 2 ouvrages en français et en anglais, à 2 écoles chercheurs, une en Italie, une au Vietnam. Et puis, avec l'aide de Philippe, nous sommes en train de finaliser un module d'enseignement à distance dont Marie-Hélène parlera à la suite. Donc, Pierre, je te propose de prendre la suite, si tu le veux bien, pour porter ton regard de paysan, au sens Ok. pays-village. Merci Jean-Noël et merci de l'invitation à ce webinaire. Voilà, alors moi je commence par peut-être me présenter. J'ai 62 ans maintenant. J'ai commencé par un diplôme d'agronome à l'école de Nancy en 81. Et puis, il a fallu attendre une dizaine d'années, un peu moins, pour que j'ai l'occasion de lire le livre de Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille, pour ceux qui connaissent, et d'assister au premier stage à l'un des tout premiers stages de permaculture donné en France par Emilia Zulip à l'époque. Voilà. Et donc, 2 ou 3 ans après, j'ai eu l'opportunité de m'installer comme maraîcher et mon objectif, c'était précisément de travailler sur les hypothèses de base de la bio, doublées de la promesse du non-travail de sol en termes de rendement et de stabilité des cultures. Voilà, donc ces hypothèses de base, pour moi, c'est un milieu riche et diversifié héberge des populations stables, en fait, qui se stabilisent mutuellement. Donc, normalement, moins de troubles sanitaires, moins de ravageurs et potentiellement moins de maladies. La seconde hypothèse basique, c'est qu'un sol équilibré non seulement donne des bonnes récoltes, mais procure globalement une santé des cultures meilleure qu'un sol appauvri ou déséquilibré. Bon. Donc, partant de là, j'ai travaillé sur un module qui est très classique chez les maraîchers de planches permanentes avec passe-pied permanent, d'outillage manuel, puisque au fil du temps, en fait, ça a pris beaucoup de temps, mais on a abandonné le travail de sol, mettons, ça fait 30 ans, donc au bout d'une quinzaine d'années, à peu près complètement. Et à ce moment-là, on a pu abandonner complètement aussi l'usage des machines à moteur. Donc, on est actuellement en conduite entièrement manuelle, excepté les pompes électriques pour l'irrigation. Et donc, le contrôle de l'herbe qu'on faisait, comme on voit sur la photo de droite, avec la bois poussée et des binettes et des outillages manuels, on le fait maintenant essentiellement avec du paillage organique et un petit peu de paillage plastique. Et ce paillage rapporté sur la planche, en fait, voilà, c'est ici du bois broyé. Ça peut être également du gazon, voire même les herbes arrachées à même la planche dans le jardin. On a tendance à le remplacer de plus en plus maintenant par des couverts végétaux qu'on fait pousser en saison hivernale quand on a la place. Voilà, ça c'est un paillage de tonte de gazon sur les cultures associées de laitue et d'oignons, comme on voit. Donc, paillage organique importé sur la parcelle de l'extérieur. Chez nous, c'est un jardinier paysagiste de notre village là, qui nous livre cette tonte et ce bois broyé, ou produit sur place sous forme d'un couvert qu'on arrache ou qu'on fauche ou qu'on écrase au moment de mettre en place la culture suivante. On va le voir un peu plus loin.
Voilà, voilà le couvert. Typiquement, chez nous, en hiver, on fait mélange fève-rôle radis d'hiver. Et puis, petit à petit, notamment dans un cadre collectif, on teste d'autres découvertes d'été et puis d'autres, des mélanges un peu plus diversifiés pour les couverts d'hiver. Voilà. Donc, voilà, au niveau prophylaxie, alors la prophylaxie, on peut la concevoir au niveau de l'agent posant un problème ravageur en maladie, ou au niveau de la culture elle-même, ou au niveau du système de culture. À une échelle rapprochée, on ne se pose pas beaucoup de questions d'élimination, d'hygiène au sens classique du terme. On a un milieu qui est de toute façon assez riche. On va voir les photos aériennes tout à l'heure, mais surtout, il y a 35 espèces de légumes. Il y a au total environ 200 variétés. Les parcelles sont toutes petites. Là, on a une parcelle de pommes de terre qui fait partie de nos grandes parcelles. Elle fait 5 mètres de large sur 20 de long. Ça fait 100 mètres carrés. Pour nous, c'est une grande parcelle. Et là, on ne voit que de la pomme de terre avec 3 types de paillage organique, tonte de gazon sur le rang, bois broyé sur le passe-pied et au centre de la planche, entre les 2 rangs de patates. C'est les herbes qu'on a arrachées un mois et demi plus tôt à cet emplacement-là. C'était un emplacement enherbé spontanément pendant l'hiver. Donc, on fait un peu cacher de tout bois, mais tout ça, c'est rare de trouver une planche où il n'y ait pas davantage de végétation que ça, notamment de la végétation spontanée. Et puis, là, on est sur voilà, on est toujours au niveau prophylaxie. L'option classique en grande culture de la gestion d'un problème sanitaire par la recherche d'une variété résistante, chez nous, on a un parti pris de base qui est de nature politique, qui consiste à refuser les hybrides F1 et à chercher le maximum d'autonomie au niveau de la production de semences. Quand on choisit des variétés, c'est des variétés anciennes, classiques, reproductibles, qu'on trouve sur les catalogues ou qu'on échange entre maraîchers ou entre jardiniers. Le critère de résistance aux maladies entre peu en ligne de compte. C'est aussi pour la raison qu'on a peu de maladies susceptibles d'être traitées de cette façon-là. Il y a le milieu de la tomate, bien sûr, mais bon, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais voilà, donc la résistance aux maladies n'est pas un critère majeur. Au niveau, par contre, du système de culture au sens large, bon, ici, sur la photo de gauche, vous avez toute notre propriété et celle de notre voisin en bas de l'image, il y a 5 hectares en tout. On est 3 exploitations maraîchères là-dessus, puisque chez nous, c'est la photo de droite, le coup de zoom là sur cette partie de notre propriété. C'est un espace test qu'on prête tous les ans à un jeune en fin de formation et en maturation de projet, disons. Et il est disposé par accident dans un parc arboré à base de noyers, en fait. Et donc, on distingue assez bien la répartition des cultures, les arbres sauvages qu'on a implantés nous-mêmes ou qu'on a laissé pousser ou qui étaient présents sur le site quelques-uns, et la diversité des cultures et l'arrangement spatial très hétérogène. D'encore plus près, ici, des planches de culture légèrement butées, puisqu'on est sur une partie inondable de la propriété. On a des tomates, on a des courgettes, on a quelques asperges qu'on a plantées sur le rang même où on a les courgettes, on a des pieds de 2 ou 3 petits pêchers qui se sont ressemés sur la planche suivante qu'on a gardée et de l'herbe sur les passe-pieds. C'est un contexte, voilà, c'est typiquement le genre de contexte dans lequel on travaille. Voilà, sur la photo suivante, là on voit des planches à plat, partie non inondable, des cultures un peu différentes, des cultures à petit espacement, disons, de la laitue, du fenouil, des pommes de terre, etc. Mais beaucoup d'herbes sur les passe-pieds. Bon, évidemment, on gère tout ça, hein, mais on est toujours dans un milieu diversifié et assez varié. Alors, bon, au niveau santé des cultures, moi, si j'ai peut-être un point sur lequel je préfère insister, c'est celui de la santé du sol. Je crois que les maraîchers connaissent énormément de troubles venant du sol, maladies ravageurs. Donc, la première séquence de 3 photos, de 3 diapos que je vous montre, c'est la culture d'une tomate sur un couvert. Donc là, c'est un couvert de radis d'hiver pur, photographié fin avril, ici. Sur la photo suivante, on voit la tomate qu'on vient de planter. Ce couvert, il est semé fin août, début septembre. Jean-Noël, si tu peux nous donner l'image suivante. Voilà.
Donc, à gauche, on vient de planter la tomate, on est début mai, dans le couvert écrasé, même pas arraché en fait. Et la photo suivante, c'est au mois de juillet, la tomate a poussé, on est déjà en période, enfin en début de période de récolte. Et sur l'image suivante, on va voir, on est au mois d'octobre, on vient de terminer la culture, on a arraché la tomate et on ne trouve pas au sol le résidu du couvert qu'on avait écrasé au mois de mai au moment de planter la tomate. Et sur la photo de droite, eh bien, comme on a ressemé, au moment où on a arraché la tomate, on a ressemé le couvert immédiatement. Un an après, on se retrouve au point zéro. Sur cette planche, on a récolté beaucoup de tomates. On n'a fait aucun travail de sol, autre qu'un coup de râteau avant le semis du couvert, là, dans le résidu, pour aider les graines à germer, et aucun désherbage. Et c'est cette façon-là de gérer le sol, doublé d'apports organiques relativement conséquents selon les endroits dans le jardin, qui nous garantissent, à mes yeux, un niveau d'activité biologique permanent assez élevé, qui, d'après moi, est le fondement, disons, de la santé du sol et de la santé des cultures qu'on fait pousser dessus. Je vous montre une autre séquence à base de couverts aussi, mais cette fois-ci, c'est un couvert spontané sur une série de buttes légères dans la partie inondable du jardin. Donc, à gauche, on voit du gaillet gratteron qui a pris spontanément le dessus. Donc, le gaillet, il a un comportement assez particulier. Dans le contexte où on est ici, il a pris tout seul, spontanément. On n'a jamais manipulé de graines. Il a pris la main et c'est lui qui représente 80 ou 90% de la végétation sur ce couvert. Au moment de semer des courges, puisque là, on met un rang de courges sur chacune de ces buttes, on l'aplatit à la main, on écarte un peu, on dispose des graines, on les protège avec des bocaux de conserve qu'on distingue sur l'image ici des mollusques. Donc, encore une stratégie de protection des cultures agroécologiques, si on veut, protection physique rapprochée. Et puis, et donc, nos courges germent et si on peut avoir l'image suivante. Voilà, là, c'est à gauche les plantules en train de germer. À droite, la récolte, enfin la culture en pleine saison, au mois d'août. Et sur la photo, sur l'image suivante, on est passé, pas la dernière image. La dernière image, c'était pour montrer que le gaillet gratteron, en fait, à l'automne qui suit la culture de la courge, il germe de nouveau et au bout d'un an, spontanément, il a repris la main. Et donc, c'est un cycle qu'on peut reproduire sur lui-même. Cette dernière image-là, enfin, l'image précédente, Jean-Noël, voilà. Ce sont des planches d'artichaut ravagées par les mulots, problème pour lequel d'ailleurs on n'a pas vraiment de solution très satisfaisante pour l'instant. Et donc, le truc, c'est que c'est des planches de plantes vivaces donc, sur lesquelles, normalement, qui sont affectées à une culture qui est l'artichaut. Compte tenu des dégâts, la saison dernière, on y a contreplanté tout en renouvelant les artichauts manquants par des œilletons prélevés sur les artichauts qui nous restent. On y a contreplanté au printemps des plants de courgettes. On a laissé pousser quelques blettes que dans le jardin, on laisse germer spontanément. Et on y a mis surtout des plants de patates douces. Et on a eu, une association de ces trois cultures, artichauts, courgettes et patates douces. On a récolté beaucoup de courgettes. On a récolté, c'est la photo de droite, le jour de la récolte des patates douces, on a récolté beaucoup de patates douces. Et les œilletons d'artichaut qu'on avait disposés là au printemps ont poussé sans demander plus d'arrosage et sans qu'on ait à les désherber. Voilà, les mulots sont toujours là, ils continuent de faire des dégâts, mais c'est une autre histoire. Mais là, c'est du non-travail de sol, sauf au moment de la récolte des patates douces. Voilà, je vous montre là deux petits profils assez superficiels. Le premier, à gauche, un endroit du jardin qui représente à peu près la moitié de la surface, où on a fait, il y a de ça 15 à 20 ans, des apports massifs d'amendements organiques. Et là, en l'occurrence, c'était du broyat de bois, mais alors une épaisseur de 80 cm ou 1 mètre qui a composé sur place. Et à droite, par contre, un endroit du jardin où on n'a pas fait, presque aucun apport, où on a simplement détruit la prairie permanente sur laquelle on s'est mis à cultiver 5 ans avant de faire la photo, là, avec une bâche plastique sur laquelle on cultive tout de suite des cultures à grand espacement, courges, tomates, etc.
Et au bout de 2 ou 3 ans, on débâche et on rentre dans un cycle plus classique avec couvert d'hiver et culture d'été. Donc, les profils sont très différents. Les cultures poussent bien des deux côtés. On est à 3% environ de matière organique à droite et à 6 ou 7% à gauche, par contre, ou même plus. C'est plus confortable sur la partie la plus riche, évidemment. Mais au niveau santé, les cultures se comportent à peu près de la même façon dans les deux contextes. En tout cas, ces sols, à droite comme à gauche, sont non perturbés, ou le moins possible. Des fois, on les gratte superficiellement, mais pas plus. Voilà, cette image-là, je la dois à Solagro, qui m'a proposé il y a quelques mois là, une analyse de la nématofaune du sol. L'échantillon a été prélevé sur le sol enrichi par ces amendements massifs de broyat de bois il y a 20 ans. Et donc, le résultat, c'est que les populations de nématodes étudiées par le laboratoire qui a fait cette analyse nous indiquent sur cette rosace, pression parasitaire 9 sur 10, donc ça c'est évidemment quand c'est vert c'est bon, hein, et quand c'est rouge au centre c'est moins bon. Pression parasitaire, niveau d'activité biologique, flux de nutriments, stabilité, diversité, tout ça c'est très bon. Et au niveau voie de décomposition de la matière organique, un petit souci avec une mauvaise note, disons, que j'attribue moi a priori à ce broyat de bois apporté en quantité énorme qui a dû laisser dans le profil aujourd'hui des humus stables en quantité disproportionnée par rapport à des valeurs standards. Voilà, pas du tout inquiétant a priori. Voilà, donc quand on est doublé par un problème de maladie ou de ravageur, ce qui arrive, hein, on a peu de soucis, mais tout de même, on a des soucis de mulots ou ratopiers, des mollusques, quelques insectes, des altises, des dorifores, des mouches, des teignes, quelques punaises, et puis du mildiou sur la tomate, sur les melons et sur les concombres à l'extérieur. Très peu d'autres problèmes de maladie. Donc, on a une petite batterie de l'huile de colza, du phosphate de fer comme antilimace, un peu de spinosad, de toxines bactériennes contre les dorifores, un tout petit peu de pyrètre contre quelques foyers de pucerons, mais les pucerons sont très bien autorégulés en général par les 5 ou 6 au moins espèces d'auxiliaires qui s'en chargent, du Bacillus thuringiensis, le dipel, bacillus qu'on utilise contre certaines chenilles, en particulier des teignes du poireau surtout. Et un petit peu de bicarbonate qui est notre anti-mildiou de base sur les tomates, une année sur 3 quand on a un souci de mildiou. Voilà, là, la batterie est à peu près complète. Il faudrait ajouter le savon noir, peut-être un ou deux produits que j'oublie. Mais avec ça, disons qu'on règle plus ou moins bien. Hein. Et je dois rajouter d'ailleurs au niveau des mesures curatives qu'on a un problème sérieux dont on a déjà parlé avec Jean-Noël, qui est celui de la courtilière, qui pullule depuis une dizaine d'années dans notre jardin et contre laquelle, pour l'instant, on n'a pas tellement d'options efficaces. Voilà, dernier point, ça pour moi, ça a été dynamique collective et intégration locale, c'est des questions fondamentales. L'intégration socio-économique locale, ça commence au niveau des approvisionnements. Avec ces matières organiques qui viennent du coin, on n'achète aucun engrais, en 30 ans, aucun achat d'engrais, très très peu d'intrants. Et c'est surtout le fait de la commercialisation des produits en vente directe et dans notre cas, en AMAP livré à la ferme. Et comme on est livré à la ferme et qu'on a la place, on invite d'autres producteurs. Et là, ce qu'on voit, c'est une dizaine de producteurs qui sont venus ce mardi soir-là, qui est le jour de notre distribution d'AMAP, apporter et vendre leurs produits aux adhérents de notre AMAP. C'est simplement qu'il y a 15 ans de ça, quand on a commencé à travailler en AMAP, en fait, on a tout de suite éprouvé à la fois la sécurité économique et la stimulation, disons, morale et sociale, qui nous a permis d'aboutir beaucoup plus vite à notre schéma de non-travail de sol et de non-mécanisation. Voilà, j'espère pas avoir trop débordé. Merci beaucoup. Marie-Hélène va prendre la main. Jean-Noël, si tu peux enlever ton diaporama. Et Marie-Noël, merci de faire assez vite parce que et Jean-Noël, si tu peux commencer à répondre à quelques questions pendant l'intervention de Marie-Noël. Merci. Et bonjour à tous. J'espère que vous me voyez ainsi que l'écran. Très bien. Parfait. Alors, donc moi, je vais m'intéresser
cette partie d'enseignement, puisque je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et également chercheur associé à l'INRA dans la même unité que Jean-Noël et même dans le même bureau. Alors, on va décliner quelques différentes modalités d'apprentissage de la PAEC et d'abord dans les cours. Alors, comment on aborde la protection agroécologique dans les cours, dans le cursus ingénieur? Eh bien, ça arrive en deuxième année, puisqu'en deuxième année, on a un cours qui dure à peu près une vingtaine d'heures. Et dans ce cours, on va revenir sur 3 étapes fondamentales de la PAEC. D'abord, la prophylaxie, comme vous l'a dit Jean-Noël, c'est vraiment fondamental. La prévention. Donc, on va s'intéresser au contrôle culturel, au contrôle génétique et à la lutte biologique par conservation et gestion des habitats. Dans un deuxième temps, avec les étudiants, on va avoir l'évaluation des risques. Donc, on a mis en place toutes les mesures prophylactiques possibles, mais est-ce que les risques sont suffisants ou pas pour déclencher un traitement ou une lutte curative? Et dans ce cas-là, on va donc s'intéresser à tous les outils d'aide à la décision. Et dans un troisième temps, si malgré la prophylaxie, si l'évaluation des risques prouve qu'il est justifié d'intervenir, eh bien, il y aura une lutte curative qui va se mettre en place, donc soit physique, soit biologique et chimique raisonnée en dernier recours. Voilà donc comment s'articule le cours en deuxième année. En troisième année, on poursuit avec un cours sur les alternatives aux pesticides en grande culture et en culture pérenne. Et le cours s'appuie sur l'approche ESR que vous connaissez peut-être, efficience, substitution, reconception. Donc, efficient, ça veut dire qu'on utilise toujours des produits chimiques, mais on va essayer de rendre cette lutte plus efficiente, donc avec la gestion du pulvérisateur, les OAD, etc. Substitution, on monte une marche, et dans ce cas-là, on va tenter de trouver des moyens alternatifs à la lutte chimique. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de reconception du système de culture. Et puis, un autre exemple, par exemple, c'est un travail que l'on a fait avec les masters sur les controverses liées à l'usage du glyphosate. Deuxième modalité d'apprentissage, les travaux dirigés. Donc là, on a un certain nombre de propositions pour les étudiants. En deuxième année, on a un travail dirigé sur la reconnaissance des maladies, puisqu'on pense que c'est vraiment très important. Si on veut mieux les appréhender, mieux les maîtriser et limiter l'usage des pesticides, eh ben, c'est de mieux les connaître. Et mieux les connaître et mieux les reconnaître. On a également un TD de malherbologie, où on met vraiment l'agronomie avant tout en priorité, avec toutes les méthodes alternatives comme la rotation du sol, les faux semis, le choix de variétés, les couverts végétaux, etc. La lutte par herbicide arrive encore en dernier recours. Les étudiants participent également au dictionnaire d'agroécologie. Ils ont également participé à une émission radiophonique de campus FM qui s'appelle Agro J'écoute, dans lequel on a pu faire une émission sur la PAEC. Également, on a un TD de modélisation dans quatrième année. C'est donc la modélisation qualitative et agrégative que l'on a développée avec Jean-Noël via le modèle IPSIM. Et ça vise à prédire des profils de dégâts en fonction du pédoclimat, des pratiques culturelles et de l'environnement. Et dans ce cas-là, ce sont les étudiants qui construisent leur propre modèle de simulation de dégâts en intégrant donc toutes les solutions alternatives possibles afin de minimiser les risques pour l'agriculteur et l'usage des pesticides. Troisième modalité d'apprentissage de la PAEC, les visites d'exploitation. Donc en deuxième année, on fait une visite en exploitation fruitière en PFI parce que je pense que vraiment les vergers de pommiers, c'est vraiment un très bon exemple pour décrire l'ensemble des méthodes que l'on peut mettre en œuvre, que ce soit la prophylaxie, le biocontrôle, la lutte physique avec les filets Alcarpo par exemple, et la lutte chimique raisonnée. Donc vraiment, les vergers, c'est un très bon exemple et les étudiants sont très intéressés par ces visites. Eh bien, on a la chance à l'école d'avoir une ferme et de visiter la ferme de l'école et ils découvrent
un certain nombre de moyens de lutte via la PAEC, comme des outils de désherbage mécanique, puisqu'on a une herséterie, une bineuse, une rotative, des déchômeurs. Et ils peuvent également approcher la lutte biologique par conservation et gestion des habitats, puisqu'on a replanté des haies sur la ferme, on a des bandes fleuries, on a créé un petit lac, des etc. Et puis également, les étudiants font des visites d'exploitation ou de stations expérimentales en rupture avec la démarche conventionnelle de protection, si je puis dire, c'est-à-dire des fermes, bien sûr, en agriculture biologique. On visite les essais du Créa Bio à Auch, on visite par exemple des vignes qui sont en HVE niveau 3, etc. Donc pour essayer d'offrir aux étudiants le plus large panel possible d'équations et de centres d'expérimentation. Enfin, la dernière modalité d'apprentissage, c'est au niveau de la ferme de l'école et en quoi la ferme de l'école peut être également un support de transfert vers des apprenants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, puisque le domaine de la motte à l'école fait partie du réseau Défi Ferme depuis 2016. On s'est tourné vers le désherbage mécanique, l'allongement de la rotation, l'introduction d'une culture pérenne qui est la luzerne. La ferme fait également partie du réseau Défi XP depuis 2012, avec le développement de systèmes de culture alternatifs à la monoculture de maïs, en introduisant des couverts végétaux, en allongeant la rotation, etc. Et puis, on fait également partie du réseau Éduc Écophyto. On est la seule et on accueille, par exemple, cette année, et on a proposé des visites à des lycéens de première et de terminale, visites qui étaient axées sur la transition agroécologique, où les étudiants ont pu découvrir ce qu'était la lutte biologique par conservation et ce qu'étaient les alternatives aux pesticides. Voilà, tout ça dans le but d'essayer de amplifier la mobilisation de notre exploitation agricole comme support d'apprentissage, de démonstration et d'expérimentation. Voilà, donc vous avez vu que dans tous ces exemples, on essaye d'encourager les initiatives des jeunes sur les questions de transition vers l'agroécologie et puis d'encourager également la parole de ces jeunes et de les responsabiliser sur ces questions d'agroécologie et de PAEC en particulier. Et je vais donc redonner la main à Jean-Noël pour vous parler du module d'enseignement à distance Gascon. Si il faut que ce soit court, Jean-Noël. Jean-Noël, c'est un petit film, je suppose. Hein? Il est court, j'espère, parce que là, on a 40 questions. Oui, donc il dure 2 minutes 30. OK. C'est bon, là, le partage fonctionne? C'est bon. Bienvenue en Gascogne. Partout dans le monde, l'agriculture doit faire face à des enjeux de production et des enjeux socio-économiques, tout en préservant l'environnement et la biodiversité. En particulier, en ce qui concerne la protection des cultures, il ne faut plus reposer uniquement sur l'utilisation de pesticides. Gascon est une ressource d'enseignement en ligne qui est intégrée à l'Université virtuelle d'agroécologie et qui a pour objectif de mettre à disposition les avancées récentes en termes de concepts, de connaissances et de méthodes relatives à la protection agroécologique des cultures. Donc en fait, ce module est le fruit d'une dynamique collective qui mobilise un ensemble de chercheurs et d'enseignants-chercheurs de différentes structures. Nous avons cherché à réaliser un enseignement aussi interactif que possible, de manière à mettre les apprenants en situation d'être acteurs de leur formation. Donc ça se fera en utilisant des exercices suite à un certain nombre d'exposés, en participant à un jeu sérieux et en mobilisant des plateformes interactives de modélisation. Le module Gascon démarre par un premier grain
qui porte sur l'évolution des concepts en protection des cultures et qui fait un focus particulier sur la protection agroécologique des cultures. Donc, il balaye une large gamme de connaissances, de méthodes et de concepts dont les acquis seront évalués par la pratique d'un jeu sérieux. Viennent ensuite 3 modules complémentaires, dont le premier porte sur les approches expérimentales et observationnelles pour la protection agroécologique. Le troisième module porte sur les avancées méthodologiques en termes de modélisation pour la protection agroécologique des cultures. Et enfin, le quatrième grain porte sur les approches à l'échelle du paysage pour la gestion agroécologique des bioagresseurs. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à apprendre avec Gascon que nous en avons eu à le réaliser. Bon parcours! Merci beaucoup Jean-Noël. Donc vous, Marie-Hélène, tu peux remettre ton son et ta vidéo. Maintenant qu'il n'y a plus le partage d'écran, je pense que ton son va être meilleur. Et Pierre aussi. Et donc on va passer au jeu de questions-réponses. Donc merci pour ceux qui ont déjà répondu. Donc on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions et on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tous. Il y en a une autour, en tout cas, de la PAEC. Depuis quand on parle de PAEC et quel est le lien? Il y avait une autre question sur la différence entre PAEC et PIC, protection intégrée des cultures. Jean-Noël, tu peux répondre? Oui. Alors, donc la question sur l'origine, je pense qu'on peut la dater à partir de l'ouvrage collectif qu'on a présenté. Je pourrais mettre le lien plus tard. Donc, c'est 2016 pour la version en français et 2017 pour la version en anglais. Donc voilà. Ensuite, différence entre PIC et PAEC. Du point de vue conceptuel, on peut retrouver un certain nombre de similitudes et d'accords. Néanmoins, quand on regarde de par le monde les systèmes qu'on qualifie en protection intégrée des cultures, souvent il y a une première base d'utilisation par sécurité de pesticides et finalement toutes les stratégies de prophylaxie ne sont pas si mises en avant que dans le cadre de la PAEC. Et donc, en fait, pour creuser cette question, en fait, faudra, à mon avis, creuser 2 papiers. Donc, un qui est en cours de parution et un qui est en cours de soumission, où la lecture de ces deux articles, on voit bien la différence entre ces deux concepts. Et donc, en fait, c'est vraiment une rupture forte par rapport à la mobilisation plus importante des régulations et des processus agroécologiques. Ok, alors il y a une question autour du rôle de l'élevage. Alors Pierre, en maraîchage, il n'y a pas d'élevage, mais en tout cas, il y a peut-être des matières organiques liées à l'élevage. En tout cas, quel est le rôle de l'élevage dans la protection des cultures? Jean-Noël et Pierre, peut-être. Oui, ben on peut commencer par une anecdote éventuellement, parce qu'on a vu que Pierre, tout à l'heure, a évoqué ces problèmes de courtilière, donc il y a un ravageur assez impressionnant. On a vu il m'a fait voir les dégâts que ça pouvait causer. Et parmi les nombreuses solutions qu'on avait évoquées, il y a le fait d'utiliser des poulaillers mobiles qui peuvent venir à la rescousse, gratouiller le sol et récupérer ces ravageurs. Je termine en généralisant un petit peu plus et après je laisserai Pierre donner ses éléments de réponse. Effectivement, il y a un grand intérêt à recoupler production animale et production végétale, ne serait-ce que pour boucler les cycles biogéochimiques. Et puis ensuite, il y a pas mal de systèmes, notamment pour les cultures pérennes, où on peut pas mal valoriser le fait que les animaux, alors type mouton, chèvre, etc., ça broute. Certains aiment bien les gastéropodes, par exemple les canards. Donc, il y a des exemples où on peut combiner. Je sais qu'il y a Gautron, des collègues qui travaillent en arboriculture et avec de la production de lapins aussi. Donc, c'est aussi une question d'organisation. Je pense que c'est peut-être un des freins pour Pierre, par exemple, que d'avoir aussi des ateliers d'élevage. Mais je te passe la parole, Pierre. Oui, merci. Oui, très bonne question, je dirais. Classiquement, notamment du côté de la bio, la
famille un peu idéologique, on considère fondamental le lien entre l'agriculture et l'élevage. Et quand on pense élevage, on pense surtout aux ruminants et on pense surtout aux fumiers comme base de la fertilisation des parcelles céréalières labourées. Nous, on est sorti de ce schéma complètement. On importe encore, je dis encore parce qu'avec les couverts de moins en moins quand même, mais on importe encore sur le jardin de la matière organique. C'est chez nous essentiellement du broyat de bois et de la tonte de gazon, donc rien qui provient directement de l'élevage. Par contre, dans notre jardin, il y a plein d'animaux. Ce n'est pas des ruminants qui font le boulot, c'est des insectes, des vers de terre, des cloportes, etc. au niveau du sol, dans la litière. Quand on y pense ces matières qu'on n'en fout jamais, mais bon, l'animal, il est quand même là. Après, dans nos systèmes de culture, c'est vraiment en cours. Les collègues maraîchers, beaucoup, démarrent un atelier de poules pondeuses, par exemple, et essayent de valoriser l'interaction de l'animal vivant avec le jardin, comme l'indiquait Jean-Noël, soit pour les aider à résoudre des problèmes de ravageurs, soit simplement pour faciliter la destruction d'un couvert avant la mise en place de la culture suivante, etc. Donc, ça peut être des volailles, ça peut être des brebis ou des vaches même, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a encore une constellation d'interactions possibles, inédites certaines, qu'on peut explorer entre culture annuelle ou pérenne et l'élevage. Alors, il y a plusieurs questions autour justement de transfert de ces exemples de systèmes de production dans les grandes cultures ou dans les polycultures élevage, mais je pense que ta diapo montrant les 9 sites montrait bien que c'était des sites de polyculture ou de polyculture élevage. Donc, on ne va pas répondre à ce type de questions. Il y a plus de questions pratiques par rapport au système de production de pierre, par exemple, plusieurs questions autour de l'usage d'autres produits comme les huiles essentielles ou tout ce qui est lié aux possibilités d'usage de plantes, décoction, extrait de plantes, etc. Ça, vous n'en avez pas parlé? Non, enfin, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, on a fait du purin d'ortie, du purin de consoude, du purin de bardane, quelques extraits fermentés il y a de ça déjà pas mal de temps. On s'en est très peu servi en définitive parce qu'on n'a pas tant que ça d'occasion ou de raison de s'en servir. Sur le milieu de la tomate, pour l'instant, bon, on est revenu au bicarbonate. Bon, voilà. Non, on n'a pas. Et sur les huiles essentielles, ben ça, c'est un volet sur lequel on a peut-être encore du travail parce qu'on n'a jamais essayé en fait. Et on a des collègues qui protègent leurs poireaux avec des huiles essentielles. Bon, si ça pouvait nous dispenser du BT qu'on achète à Bayer ou à Dieu sait qui, oui, ça serait peut-être une bonne idée, quoi. Ça répond à une question. Pourquoi oui, vous achetez à Bayer et que vous n'achetez pas disons qu'on gère aussi un certain niveau d'incohérence et de compromis, en tout cas. Ça, c'est certain. Et des questions aussi autour d'un fin d'azote. Comme tout est mulché chez vous, est-ce que vous avez des problèmes de fin d'azote dans vos... Oui, disons qu'on en a eu, on connaît. Donc, avec les matériaux pauvres en azote, paille de céréales et bois broyé notamment, on s'abstient de mulcher directement le jardin au printemps tant que le sol est froid et que la culture n'a pas démarré avec ces matériaux. Et en toute saison, on mulche avec du gazon. Il y a très peu de risques, il y a quelques risques, mais très minimes. Avec les matériaux pauvres en azote, du premier semestre, on fait très attention. Alors après, il y a des questions autour de la compaction des sols. Est-ce que vous avez des soucis de compaction des sols? Et ça, sinon, grâce à quoi? C'est grâce au mulch? Alors, la réponse est non, aucun souci. Et sans doute que c'est tout simplement le fait de l'activité biologique perpétuelle dans ces sols, notamment celle des vers de terre, mais pas que, parce que les mammifères et les crustacés, les arthropodes, ils sont aussi. Mais non, les sols ne se retassent pas quand ils ne sont pas labourés. Du moment qu'ils ne sont pas piétinés lourdement en conditions humides, et nous, sur les planches, on s'abstient de piétiner, en tout cas quand c'est mouillé. Et d'autre part, quand ils reçoivent, année après année, suffisamment de biomasse à digérer, à mon avis, la clé est là. Ok, alors après des questions, je continue sur l'exploitation, sur le temps de travail et le rapport entre temps de travail et excédent brut d'exploitation, puisqu'il y en a qui sont allés voir sur votre site pour voir combien vous payez. Oui, alors, ouais, je n'ai pas de site proprement dit, mais il y a un témoignage enregistré chez Solagro, sur le site OSAE, OSE Agroécologie, avec quelques données chiffrées. Ces données, rapidement, c'est 4000 m² de jardin maraîcher productif sur une petite propriété de 4 hectares, 2 postes de travail, des petits postes de travail à 1300 heures,
12 tonnes de légumes produits et 25 à 30 000 euros de vente là-dessus. Et un niveau de charge très très faible, de moins de 20% du montant des ventes. Et donc, ça nous fait l'heure de travail autour de 8 à 10 euros actuellement de revenus nets. Voilà. Alors, dans un créneau, il faut le dire, fiscal et social assez avantageux, c'est-à-dire micro-BA et niveau de cotisation sociale assez réduit. Peut-être une question pour Jean-Noël sur la question de prophylaxie. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'on entend par prophylaxie? Voilà. La prophylaxie, ça consiste à mettre en place une stratégie qui permet de limiter le risque d'apparition d'un stress biotique. Donc, par exemple, exemple de prophylaxie, c'est limiter les retours de cultures susceptibles de laisser un endo-inoculum pour les cultures suivantes, le fait d'utiliser des semences exemptes d'agents pathogènes qui pourraient provoquer des maladies pour la suite de la culture. Et puis, d'une manière générale, c'est adapter toutes les techniques de conduite que l'on peut avoir. Par exemple, si on vise des fortes densités de semis avec un fort niveau de disponibilité en azote du sol, etc., on va être dans des conditions plutôt favorables au développement d'un certain nombre de bioagresseurs. Et donc, disons que c'est un peu une gestion en bon père de famille de ces agro-écosystèmes. Et donc après, derrière la question, il y avait peut-être des choses peut-être un peu plus précises. Je ne sais pas si c'était plus sur ravageurs, sur agents pathogènes ou sur adventices. Non, non, non. Alors là, il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on aborde des questions qui sont plus de l'ordre de système contre système, parce qu'il y a plusieurs questions autour de, par exemple, quand tu affiches les quantités de matière vendues, on ne fait pas la distinction entre ce qui est pour le bio et ce qui n'est pas pour le bio. Est-ce que ça, on a des éléments là-dessus? Donc là, effectivement, là, cette diapo qui fait réagir, pour moi, c'était simplement pour introduire le fait que c'est une problématique importante en Europe que celle de la réduction de l'utilisation des pesticides. Donc en France, on a quand même un dispositif de suivi qui devient de plus en plus robuste. Et donc là, il y a un groupe de travail à INRAE qui est en train d'analyser les déterminants des évolutions de ces volumes-là. Et on est en train de faire la part des volumes, effectivement, qu'on peut mettre dans la catégorie du biocontrôle et de ceux qui n'en sont pas. Donc là, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas encore finalisé. Mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait des réactions sur le fait que ce graphique n'avait pas forcément de sens. Alors l'idée, ce n'était pas de faire un podium de consommation des pays. Il faut bien sûr le ramener non seulement à l'hectare des différents pays, mais aussi à la production de ces différents pays, et aussi ce qu'on appelle la situation de production, parce que on voit bien en France, si on regarde que la France, qu'il y a un gradient sur l'utilisation des fongicides par rapport à la distance à l'océan, par exemple, où le microclimat fait qu'on a plus de développement de maladies que par ailleurs. Alors après, il y a une question peut-être pour terminer sur l'utilisation, enfin les possibilités d'intérêt des biotechnologies, nouvelles biotechnologies semencières qui ne sont pas des OGM, hein, comme l'utilisation de TRIPS-Cas9. Et est-ce que du coup, ça va aider à la PAEC ou au contraire, il vaut mieux rester sur une approche très écologiques de type bio? Peut-être Jean-Noël, Pierre, mais Marie-Hélène aussi. Oui, je pense que chacun de nous trois, on a une vision. Pierre, parce que je me souviens, une des premières fois où on avait interagi avec Pierre, j'avais une question un peu similaire pour lui. Alors, ce n'était pas sur les biotechnologies, mais c'était sur les aspects de robotique. Et je me souviens de ta réponse à l'époque, Pierre, c'est que toi, tu visais beaucoup l'autonomie. C'était super important pour toi. Et je pense que par rapport à la question des biotechnologies, c'est un petit peu ça aussi le point, on va dire, de rupture entre est-ce qu'on rentre dans la PAEC avec l'intégration
de sociétés externes qui produisent des solutions versus je cherche plutôt à autonomiser mon outil de production. Et je pense que Pierre a un exemple plutôt dans le deuxième côté, mais du point de vue conceptuel, moi, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait considérer. Je ne sais pas, Pierre, Marie-Hélène, vous voulez… Marie-Hélène, un peu. Marie-Hélène, pendant que Marie-Hélène prend la parole, je dis à tout le monde que tout ce qui concerne les questions sur l'enseignement, sur l'accès aux ressources, on vous répondra après à partir du tableau questions-réponses que j'enverrai aux intervenants, hein, parce que là, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Marie-Hélène. Non, mais pas grand-chose à rajouter, juste de dire c'est toujours le débat entre la modernité et ce qu'on veut essayer de conserver de bon sens au niveau agronomique, quoi, et dans quelle mesure on peut intégrer effectivement tous les progrès qui arrivent aujourd'hui en agriculture. Pierre, pour terminer. Oui, juste peut-être cette question de la technologie semencière. Pour moi, la bonne technologie semencière, c'est celle qui est entièrement dans les mains du paysan. Pour moi, l'agriculture, c'est produire et c'est reproduire. Et je tiens à conserver au maximum la main sur la reproduction. Voilà. Mais bon, après, c'est un trop vaste débat pour le clore tout de suite. Oui, nous sommes dans un choix éthique. Ouais. Merci aussi à Olivier Reichsforscher de m'avoir précisé qu'effectivement, pour l'instant, l'Union européenne considère que la technologie CRISP fait partie des OGM. Et donc, c'est moi qui ai fait une erreur sur ce sujet-là. Excusez-nous, il est 14 h. On vous dit au revoir. Et on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on vous promet de le faire a posteriori. Merci à Pierre, Jean-Noël et Marie-Hélène pour vos interventions. Et à la semaine prochaine pour un nouvel agro-webinaire du mardi. Au revoir. Merci. Merci à tous pour les questions. On répondra. Il y en avait beaucoup et très intéressantes. Au revoir.